Faire l'expérience de l'homophobie m'a permis de me mettre à la place de beaucoup de femmes aussi, de comprendre ce qu'elles vivent et de questionner ma masculinité. Être homosexuel, pour moi, ça ne signifie rien en dehors de faire l'expérience de la minorité. C'est-à-dire que je ne sais jamais que je suis homosexuel. Basiquement, je suis quelqu'un qui vit sa vie, qui se lève le matin, qui s'occupe de son enfant, qui l'emmène chez la nounou, qui part travailler. Les seuls moments de ma vie où je me souviens que je suis homosexuel, c'est quand je suis confronté à l'homophobie. Moi, je pense que l'homosexualité va toujours pas de soi. Un bon indicateur pour ça, c'est le taux de suicide. La première cause de mortalité chez les mineurs en France, je pense que c'est pareil dans les autres pays, c'est l'appartenance à une orientation sexuelle minoritaire. Les jeunes LGBT se suicident 4 à 7 fois plus que les jeunes hétéros. Et les études montrent d'ailleurs que ce qui rend les enfants anxieux par rapport à ces questions-là, c'est l'anxiété des parents. Il suffit de ne pas être anxieux et de dire la vérité, voilà, que toutes les manières d'aimer existent et qu'on a le droit d'être aimé qui qu'on soit et qui qu'on aime. Je peux donner un exemple assez typique de la manière dont on est invisibilisé. Alors, soit on est mal représenté, soit on représente le mal. Donc, moi, j'ai grandi avec des séries télé où on n'apparaissait pas. Par exemple, vous prenez la série Charmed qui raconte l'histoire de 3 jeunes filles qui vivent à San Francisco, qui est peut-être la ville la plus LGBT au monde. Pas une seule fois on voyait un couple lesbien, un couple gay, un drapeau LGBT. Donc, de ça, il ressort que soit les producteurs l'ont fait intentionnellement et ça questionne, soit ils l'ont fait de manière inconsciente et ça devrait questionner aussi. Souvent, les méchants dans Disney sont des personnages qui sont, entre guillemets, je n'aime pas cette expression, mais efféminés, c'est-à-dire dans leur expression de genre, va montrer qu'il y a un trouble dans le genre. Vous prenez le personnage de Scar dans Le Roi Lion, le personnage de Jafar, ce sont des personnages qui sont très maniérés. Vous prenez par exemple le personnage de Ursula dans La Petite Sirène, qui est typiquement inspiré d'un drag qui s'appelait Divine. Dans la psyché des gamins qui regardent ces films-là, on leur fasse comprendre que le héros est dans une forme d'hétérosexualité flamboyante, il aime la princesse, ils vont finir par avoir des enfants ensemble, alors que le méchant, lui, en général, ce qu'il veut, c'est le pouvoir et sa manière d'exprimer son genre est toujours troublée, dissidente ou bizarre. On voit des personnes réactionnaires qui expliquent que ça suffit les représentations LGBT dans les dessins animés ou dans les contes pour enfants modernes. Le plus vieux récit de l'humanité, qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh, raconte l'histoire d'amour entre un roi qui s'appelle Gilgamesh et son meilleur ennemi, parce qu'ils sont ennemis puis après ils vont devenir amis et un peu plus même, qui s'appelle Enkidu. Vous prenez La Petite Sirène qui a été écrit par Andersen, qui était homosexuel, qui était amoureux d'un garçon qui s'appelait Edward Collins, avec qui il savait que cette histoire était impossible et il était tellement désespéré qu'il a écrit La Petite Sirène, qui est l'histoire d'un être sans âme qui, pour pouvoir aimer cet homme, va accepter de se faire couper la queue et arracher la voix. Il n'y a pas besoin d'être psychanalyste pour comprendre le sous-texte queer qu'il y a derrière. Les parents qui s'imaginent que ça pourrait être choquant pour leur enfant d'être confronté à l'altérité ou à des manières d'aimer différentes, j'ai envie de leur dire, mais si vous n'aimez pas les homosexuels, arrêtez d'en faire. On représente 7% de la population, leurs enfants ne sont pas à l'abri de faire partie de ces 7%. C'est important pour eux qu'il y ait une représentation, qu'ils puissent grandir en s'identifiant à des personnages plutôt positifs. Faire l'expérience de l'homophobie m'a permis de me mettre à la place de beaucoup de femmes aussi, de comprendre ce qu'elles vivent et de questionner ma masculinité. La manière dont on devient des hommes dans cette société, elle est très contradictoire. On doit à la fois à l'adolescence clamer notre amour pour les femmes, toujours d'une manière extrêmement démonstrative et vulgaire. Et puis, paradoxalement, il faut aussi clamer notre détestation pour tout ce qui est traditionnellement attribué au genre féminin. C'est-à-dire qu'on va préférer les sports de garçons, les couleurs de garçons, les vêtements de garçons, tout ce qui fait trop fille, on va le repousser. Ça crée, in fine, des masculinités qui sont immensément toxiques. Qu'on le veuille ou non, comme on parle, on pense. Et on parle très mal des femmes, on parle très mal de nos sexualités. Quand on fait tomber le téléphone, qu'il est cassé, on dit « oh, il est niqué » ou « il est foutu ». Étymologiquement, ce qu'on dit, c'est qu'il a perdu toute utilité parce qu'il s'est fait pénétrer. Et on vit dans cette société où les pénétrants doivent pénétrer, ne doivent pas être pénétrés. Et la pénétration est un avilissement pour le pénétrer. C'est quand même dingue que 50% de la population pénètre l'autre moitié et on en a fait un symbole d'avilissement et de salissure pour la personne pénétrée. Peut-être qu'il est temps un petit peu de revoir aussi notre vocabulaire. L'homme doit pénétrer et il ne doit jamais être pénétrant et que pour lui c'est un avilissement d'être pénétré. Du coup, ça crée aussi une détestation de l'homosexuel qui, dans la psyché masculiniste, déchoit de son statut de pénétrant pour accéder au même statut entre guillemets que les femmes, c'est-à-dire un statut de pénétré. Et en cela aussi, ça crée une détestation chez les masculinistes des femmes lesbiennes puisqu'elles arrivent à jouir en se passant d'un homme, c'est-à-dire en se passant d'un pénis. Et ça, c'est quelque chose que les hommes et que les masculinistes
féministes ne pardonnent pas aux lesbiennes et ne pardonnent pas aux homosexuels. Pour moi, le changement, c'est vraiment remettre la liberté individuelle au centre du débat. C'est-à-dire, finalement, la question sexuelle, elle est accessoire, on s'en fiche. La question fondamentale, c'est ne venez pas empiéter sur ma liberté individuelle, je ne viens pas empiéter sur la vôtre. Et le jour où un État se pique de venir empiéter sur la liberté individuelle, donc sur ce que les adultes consentants font, vous pouvez être sûr qu'ils viendront après pour chercher votre liberté individuelle. On le voit déjà aux États-Unis, ils ont commencé à s'intéresser au mariage pour tous, puis après ils s'en sont intéressés au droit à l'IVG. Ensuite, on le voit en Russie où ils sont dans une politique nataliste extrêmement forte, ils en sont maintenant à légiférer sur interdire aux femmes qui ne veulent pas d'enfants de le dire publiquement, c'est-à-dire de publier des posts Facebook où elles disent « moi je ne veux pas d'enfants ». Donc la vraie question, c'est la question de la liberté individuelle. Et je pense que cette société, elle peut changer si on pose les bons termes sur les problèmes. En l'occurrence, le problème de l'homophobie, c'est celui de la liberté individuelle. Un homophobe menace toutes les libertés individuelles. Que vous soyez homosexuel ou pas homosexuel, quand vous assistez à de l'homophobie, c'est votre liberté individuelle qui est menacée également.